Bonjour à tous, donc bienvenue à ce cours numéro 5 qui entame donc la deuxième moitié de mon cours qui comporte donc 8 séances et je vais donc focaliser ces 4 dernières séances sur un peu le totem de la physique statistique qui est le passage du microscopique au macroscopique. Alors dans le contexte de l'économie, c'est donc des modèles de macroéconomie. La macroéconomie, c'est l'économie des agrégats et donc se pose en principe le passage entre agents individuels et agrégats de ces agents. Et donc, dans ce cadre, je voudrais vous présenter deux approches assez différentes. Celle qui est relativement traditionnelle et encore dominante en économie, qui est celle de l'équilibre général, et disons une approche plus balbutiante et qui reste assez marginale dans la littérature, qui est celle des modèles d'agents. Donc, comme je l'ai signalé déjà à plusieurs reprises, et on y reviendra à nouveau, voici un graphe du taux de croissance de l'économie américaine en fonction du temps. Et ce que vous voyez, c'est donc un niveau moyen qui est de quelques pourcents, mais aussi des fortes fluctuations. Alors ces fortes fluctuations sont appelées des cycles économiques, business cycles, et l'objectif d'un modèle macroéconomique, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces fluctuations et éventuellement de contrôler l'amplitude de ces fluctuations, l'inflation, etc. Et donc, ce que je vais commencer par présenter dans la première partie de ce cours, ce sont des modèles très simples d'équilibre macroéconomique, qui sont des embryons des modèles qu'on appelle DSGE, Dynamical Stochastic General Equilibrium, qui sont donc des modèles extrêmement employés. La littérature, vous verrez dans la liste des références, les papiers fondateurs de ces modèles ont 7000 citations, 5000 citations, c'est vraiment des usines en quelque sorte, qui sont maintenant construites autour de ces modèles. Donc pour comprendre un peu la genèse de ces modèles, je vais vous présenter une version très simplifiée où on suppose trois types d'acteurs, donc les ménages qui consomment et qui sont remplacés d'emblée par un ménage représentatif. Donc en quelque sorte, ces modèles presque tout de suite, pas tous, mais en général font le saut de remplacer une assemblée d'agents hétérogènes par un seul agent représentatif, dans le cas des ménages, un ménage représentatif, dans le cas des entreprises, une entreprise représentative, et une banque centrale qui fixe le niveau du taux d'intérêt qui rétribue l'épargne. Et donc on verra que ces modèles peuvent être résolus, ou en tout cas bien spécifiés, en imposant trois types de contraintes. Le ménage représentatif donc, optimise son utilité, j'y reviendrai dans une seconde, donc l'utilité c'est, disons, plus la consommation, moins le travail, mais ce ménage anticipe le futur et respecte son budget. L'entreprise, elle, utilise du capital, des machines, de la main-d'œuvre et tente de maximiser son profit. Et on suppose aussi que les marchés s'équilibrent, c'est-à-dire que la production est à tout instant égale à la consommation, donc ce qu'on appelle en anglais market clearing. Et donc on verra que ces trois contraintes suffisent à spécifier entièrement l'équilibre du modèle. Et puis la Banque centrale, elle, fixe le taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'inflation et ou le chômage. Donc pour revenir un tout petit peu plus précisément sur ce que font ces différents agents, le ménage représentatif donc, utilise son utilité. Alors j'ai exprimé ici la forme un peu canonique de cette utilité. Donc on a une composante positive qui croît avec la consommation C, et puis une composante négative qui est de plus en plus négative au fur et à mesure que le nombre d'heures de travail N augmente, et avec des exposants ici, zeta et phi, qu'on peut éventuellement calibrer sur des données et qui doivent vérifier des contraintes un peu générales pour que ces fonctions d'utilité aient des propriétés axiomatiques déterminées. Alors donc cette utilité est celle d'une consommation à l'instant T et d'un nombre d'heures de travail travaillées à l'instant T, mais le ménage, comme je le disais, anticipe l'avenir, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de maximiser l'espérance de la somme de toutes ces utilités futures actualisées avec un certain taux d'actualisation ρ. Donc, bien sûr, le futur lointain compte moins aujourd'hui que le futur proche, et ce taux d'escompte, en quelque sorte, est appelé ρ. Et puis finalement, je vous l'ai dit, le ménage doit
respecter son budget. Donc son budget, c'est ce qu'il va dépenser à l'instant T. Donc c'est le prix du bien de consommation, la quantité consommée C, et puis le ménage épargne, et donc achète des obligations qui payeront 1 au pas de temps suivant, et donc les achète avec donc le prix de l'obligation au temps T exponentielle de moins IT, où I est le taux d'intérêt. Et donc ce taux d'intérêt permet donc de passer d'un prix qui est exponentiel de moins IT au temps T à un prix qui vaut 1 au temps T plus 1. Et puis par ailleurs, donc, ce budget est limité par le salaire qu'il reçoit, W fois le nombre d'heures travaillées, les obligations qui viennent à maturité, qui donc payent 1 au temps T, BT moins 1, et puis éventuellement des dividendes qui viennent des profits des entreprises, de l'entreprise. Et alors ce que vous voyez ici, c'est que cette opération où on suppose que donc l'agent regarde dans le futur pour décider ce qu'il fait maintenant, veut dire que il ne lui suffit pas de consommer beaucoup aujourd'hui, disons, il faut aussi qu'il puisse consommer demain, et donc il va faire une optimisation qui prend en compte ce qui peut se passer entre aujourd'hui et demain, et en particulier donc, ce qui apparaît dans ces optimisations, c'est le taux d'intérêt I et l'inflation, qui est donc la différence du prix qu'il aura à payer demain pour consommer la même chose, et le prix aujourd'hui, et en fonction donc, de cette différence entre taux d'intérêt, c'est-à-dire, disons, l'incitation à épargner et inflation, qui est l'incitation à consommer, on a une consommation qui va être différente. Et donc, l'optimisation par rapport à cette fonction d'utilité intertemporelle conduit à ce qu'on appelle souvent dans la littérature l'équation d'Euler, qui essentiellement est une équation qui lisse la consommation, qui fait qu'on ne surconsomme pas aujourd'hui au détriment de demain. L'entreprise, elle, maximise son profit à prix et salaire fixés, P et W, et pour une certaine fonction de production. Donc on suppose que, en fonction de son capital qu'on va négliger ici et du nombre d'heures qu'elle utilise, NT, elle peut produire une quantité YT qui est proportionnelle à un certain facteur ZT qu'on appelle la productivité, qui peut dépendre du temps et qui va dépendre du temps dans le modèle, et qui reflète, disons, ce qu'on appelle des chocs technologiques, c'est-à-dire qu'à nombre d'heures travaillées fixées, on peut produire plus ou produire moins en fonction du nombre d'ordinateurs qu'on a ou des choses comme ça. Et puis, le nombre d'heures travaillées a une puissance 1 moins alpha, donc avec alpha en général positive, qui veut dire qu'il y a diminution des rendements d'échelle, ce qui veut dire que la production n'est pas strictement proportionnelle au nombre d'heures travaillées, mais croît un peu moins vite, avec à nouveau un exposant alpha qu'on peut ajuster à des données. Et puis, donc, le profit de la firme, c'est ce qu'elle espère vendre, donc sa production fois le prix, moins les salaires qu'elle a à payer fois le nombre d'heures travaillées, mais on suppose aussi que production et consommation s'équilibrent, ce qui veut dire que la firme peut anticiper que toute sa production sera écoulée, donc YT égale CT. Et puis finalement, la Banque centrale fixe le taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, et comme je disais, elle pourrait avoir 2 mandats, l'inflation et le chômage. Et donc la règle dite de Taylor, c'est de supposer que la Banque centrale va réagir à l'inflation constatée en affichant un taux d'intérêt IT qui est égal à ce taux d'actualisation ρ, qui est donc dans la façon dont les agents perçoivent le futur, plus une quantité positive phi fois l'inflation. Et donc une inflation qui augmente conduit la Banque centrale à augmenter le taux d'intérêt et réciproquement pour maîtriser cette dite inflation. Donc PT, c'est l'inflation, c'est le rapport de PT à PT-1 en logarithme. Et alors on verra dans 5 minutes que cette règle de Taylor est supplémentée par un principe qui est que pour maîtriser l'inflation au sein de ces modèles, il faut que la Banque centrale réagisse fortement à l'inflation, c'est-à-dire que ce coefficient phi doit être plus grand que 1. Donc, une fois qu'on a ces ingrédients, on peut d'abord supposer que rien ne bouge. Donc ici, les seuls chocs, les seules incertitudes sont dans le facteur de productivité Z. Donc si on suppose que Z égale Z0, l'équilibre va être atteint et ne pas changer dans le temps.
Et cet équilibre donc, permet de déterminer toutes les variables du problème. Donc le taux d'intérêt va être égal à ρ, le taux d'escompte des ménages. J'ai introduit ici le rapport du salaire sur les prix. Alors le niveau absolu des prix, évidemment, n'est pas fixé. Il y a une invariance complète par rapport à l'unité, le dollar ou l'euro, ce que vous voulez. Mais une fois que tout ça est fixé, on a suffisamment d'équations, alors je ne vais pas les détailler, mais pour, à partir de l'optimisation de l'utilité des ménages, de l'optimisation du profit des firmes et de l'équilibre entre offre et demande, on a suffisamment d'équations pour fixer toutes les variables. Alors une fois qu'on a fait ça, donc on a un seul équilibre compétitif pour le choix d'une productivité donnée, et j'insiste sur l'idée qu'ici, on a donc un équilibre autour duquel on va fluctuer, parce que tout à l'heure, on parlera de situations où on peut avoir plusieurs équilibres très différents autour desquels on peut fluctuer. On peut supposer que l'équilibre est faiblement perturbé. Et donc ici, je vous réfère au livre très bien fait de Galli, Monetary Policy, Inflation and Business Cycles, où il explique comment on fait les calculs. Mais donc, si on suppose qu'on a des petits chocs sur la productivité, donc que Z0 fluctue autour de sa valeur d'équilibre, avec un xi ici, qui est l'amplitude de ces fluctuations, qui dépendent du temps, qui est petit devant 1, on peut linéariser les fluctuations autour de l'équilibre, mais on les linéarise en supposant qu'un nouvel équilibre est immédiatement atteint. C'est-à-dire que dès que cette productivité fluctue un petit peu, tout se met en branle pour rétablir des équations comme celle-ci, si vous voulez, mais avec un niveau de Z différent. Donc on néglige complètement le temps d'adaptation de l'économie à une nouvelle technologie. Et on a donc un certain nombre d'équations qui fixent ces fluctuations autour de l'équilibre, dont en particulier cette fameuse équation d'Euler dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous donne, in fine, donc en prenant en compte la réaction de la Banque centrale à l'inflation, une équation qui fixe la dynamique de l'inflation, qui nous dit donc que la valeur espérée, l'espérance de l'inflation au temps t plus 1, ET t plus 1, est égale à phi fois πt, phi étant ce paramètre de Taylor, plus quelque chose qui est l'espérance de la variation de ce choc de technologie entre t et t plus 1. Et donc j'insiste, ici on est dans une image de l'économie qui est celle d'une bille qui oscille au fond d'un bol, c'est-à-dire qu'on a d'emblée supposé que les chocs étaient petits et que donc on aurait des fluctuations petites autour de l'équilibre. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler, par opposition à ce que Ben Bernanke appelle the small shock large business cycle puzzle, et dont justement que j'ai réévoqué à nouveau en vous montrant tout à l'heure l'amplitude de ces fluctuations de l'économie américaine. On est plutôt ici dans une optique de small shock, small business cycle, et en plus ces fluctuations sont purement exogènes, elles sont dues à des chocs sur ce facteur de productivité petit z. Alors quand on regarde cette équation d'évolution de l'inflation, on se rend compte qu'il y a donc deux cas possibles, dépendant de comment phi se place par rapport à 1. Donc si phi est inférieur à 1, la solution de cette équation sur l'évolution de l'inflation s'écrit comme une somme sur le passé alors ici, pardon, j'ai un signe qui est faux, à nouveau, c'est incroyable à quel point on ne voit pas les misprints, donc une somme sur le passé de variables état qui ne sont pas déterminées, en fait, qui ne sont déterminées par rien, qui sont des variables aléatoires qui ne se raccrochent à aucune variable macroéconomique fondamentale, disons, plus les espérances passées des variations de chocs de technologie, des chocs de technologie. Donc ça, c'est la solution quand phi est inférieur à 1. Et ce que vous voyez, c'est donc qu'il apparaît une variable non déterminée ici, eta. Et donc, dans la littérature, on parle de cette situation comme une situation d'équilibre multiple. Alors en fait, il y a un peu une confusion dans les mots parce que équilibre multiple, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et la façon dont, en particulier en physique, on utilise le mot d'équilibre multiple, c'est plutôt des équilibres autour desquels on regarde des fluctuations. On verra des exemples de tels équilibres multiples plus tard, alors qu'ici on parle du même équilibre autour duquel on fluctue, mais le chemin emprunté par l'économie
qui est à chaque instant à l'équilibre, peut être donc déterminé par une variable état complètement arbitraire. Donc c'est aussi ce qu'on appelle des sunspots, donc des variables qui ne devraient avoir aucune influence sur l'économie et qui pourtant en ont. En revanche, si phi est supérieur à 1, alors la solution qui intègre sur le passé explose, et au contraire, on est obligé de choisir une solution unique cette fois-ci, qui est écrite donc sur la deuxième ligne, et qui ne fait apparaître cette fois aucune variable indéterminée, et qui est donc une somme sur le futur des espérances de variation de choc de technologie, qui sont donc purement de nature fondamentale. Donc ici, on est vraiment au cœur de l'idée d'anticipation rationnelle, c'est-à-dire que les agents arrivent à estimer correctement, de façon non biaisée, ces variations de choc de productivité future, et grâce à cela, l'inflation aujourd'hui est parfaitement déterminée. Donc cette solution est intéressante parce qu'elle élimine justement toute l'indétermination, donc elle permet en quelque sorte à la Banque centrale d'ancrer correctement l'inflation. Mais c'est une solution un peu étrange, en tout cas du point de vue du physicien, parce que tout écart à cette solution déterminée, au contraire, à cause du fait que si vous regardez cette équation, donc ce qui se passe demain est égal à phi supérieur à 1 fois ce qui se passe aujourd'hui, en général, ça donne une solution divergente. Et effectivement, dès qu'on s'écarte de cette solution parfaitement rationnelle, le chemin explose. Et donc, entre guillemets, on l'élimine, puisque c'est bien connu, l'économie doit être stable. Donc, on est dans un cadre théorique intéressant, puisqu'on a effectivement une espèce de puissance de l'hypothèse des anticipations rationnelles qui permet, si phi est supérieur à 1, donc comme je vous l'ai dit, c'est la règle de Taylor, d'ancrer parfaitement l'inflation aux fondamentaux par les anticipations des agents. Et ici, donc, je réfère à nouveau au livre de Galli, où il explique très clairement ce point. Il dit « The monetary authority should respond to deviations of inflation from their target levels by adjusting the nominal rate with sufficient strength », donc c'est phi supérieur à 1. « It is the presence of a threat of a strong response by the monetary authority to an eventual deviation of the output gap and inflation from target that suffices to rule out any deviation in equilibrium ». Donc vous voyez très clairement exprimé cette idée que c'est justement parce que la Banque centrale va réagir fortement aux inflations constatées que ces déviations n'auront pas lieu. Alors à ce stade, donc, je voudrais vous introduire une vision assez différente qui est celle justement d'un passage entre micro et macro qui est plus compliqué et peut conduire à des surprises, puisque finalement, dans le modèle précédent, on a remplacé toute la complexité des agents par un agent unique, et on a supposé que cet agent unique était rationnel. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est d'essayer de justifier le fait qu'à l'échelle agrégée, l'agent représentatif, fait d'une multitude d'agents différents en interaction, conduisent à effectivement une description effective en termes d'agents rationnels. Et donc là, évidemment, je voudrais citer cet article très connu, qui est presque maintenant un peu une tarte à la crème, de Phil Anderson en 1972, qui s'appelle « More is different », où il explique que « the behavior of large assemblies of interacting individuals », alors en fait, il parle de particules, il parle de problèmes physiques, mais vous allez voir que ça se transcrit tout à fait, « cannot be understood as a simple extrapolation of the properties of isolated individuals » ou particles. Instead, entirely new, unanticipated behaviors may appear, and their understanding requires new ideas and methods. Et donc là, j'ai rappelé ce phénomène qui nous est tous familier, qui est qu'à 0 degré, l'eau passe d'un état liquide et bleu qui coule à un état très différent, qui est solide et qui résiste, alors que ce sont les mêmes atomes à l'échelle microscopique. Donc, comme je l'ai dit, le passage du microscopique au macroscopique, c'est le totem de la physique statistique. Et on sait, après un siècle ou plus, 150 ans d'études de systèmes divers, qu'on peut avoir des cas très différents. Si on a des agents sans interaction ou en interaction faible,
sans hétérogénéité forte, alors l'agrégation est effectivement triviale. Donc l'exemple des gaz parfaits est l'exemple canonique où il ne se passe rien de particulier. Alors qu'au contraire, quand on a des interactions ou des fortes hétérogénéités, on peut avoir des surprises entre le microscopique et le macroscopique, entre le chemin qui conduit du microscopique au macroscopique. L'agrégation fait apparaître des phénomènes fondamentalement nouveaux, comme le disait Anderson. Et donc, dans le contexte physique, on a tout un tas de systèmes que vous connaissez, le magnétisme, où les aimants acquièrent une magnétisation non nulle spontanément quand on baisse la température, la supraconductivité, les métaux peuvent se mettre à conduire le courant sans aucune résistance quand on baisse la température. La rigidité, le fait que cette table sur laquelle je m'appuie ne s'effondre pas, a l'air d'être un phénomène à nouveau tellement commun qu'on en oublie le caractère quasi miraculeux. Et là, je cite à nouveau Anderson, c'est le fait que des atomes acquièrent collectivement une rigidité n'est pas du tout trivial. Et puis, on peut avoir des phénomènes collectifs dans d'autres domaines, bien sûr, dans le monde animal, dans le monde humain, et j'ai représenté ici un certain nombre d'exemples. Donc, le vol des tourneaux dans le ciel de Rome, qui forment des patterns, des formes extraordinaires, et donc on aura un séminaire là-dessus par Irénée Giardina dans 2 semaines. Les bancs de poissons, qui s'orientent aussi de façon collective, l'aola dans les stades, donc l'apparition spontanée d'une espèce de vague qui parcourt le stade. Et vous noterez que c'est vraiment un phénomène non trivial parce que, a priori, cette vague pourrait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, mais il y a donc une brisure de symétrie qui se crée, qui effectivement fait que, en général, un phénomène collectif est associé par une brisure de symétrie. On le voit aussi dans les bancs de poissons ici, où une direction particulière est choisie de façon collective par tous ces poissons. Ici, ce que j'ai représenté, ce qui est évidemment pas très visuel en photo, c'est donc le scintillement synchronisé des lucioles, et j'y reviendrai dans une seconde. Donc, ces effets collectifs émergents sont bien connus, mais on pourrait imaginer qu'ils ont leur contrepartie en sciences sociales, panique, retournement d'opinion, hystérie collective, crise économique, peuvent peut-être se décrire ou se comprendre en termes justement d'une synchronisation ou de l'apparition d'un effet collectif non trivial quand on passe du microscopique au macroscopique avec des agents qui interagissent et qui échangent de l'information ou de la panique. Donc, à ce stade, il faut comprendre qu'on peut tout à fait construire des modèles où les agents sont rationnels, mais le collectif ne l'est pas, en tout cas ne peut pas être décrit par un agent représentatif rationnel. Et au contraire, on peut aussi avoir des cas où les agents sont irrationnels, mais par effet d'agrégation ou de moyenne, le collectif peut en effet être décrit comme un agent rationnel. Et donc c'est effectivement le fameux as-if, donc on peut supposer que même si les agents individuellement ne sont pas rationnels, enfin on peut supposer, il faut le montrer, mais l'idée du type de modèle dont je vous ai parlé dans la première partie, c'est justement que par effet de moyenne, on peut remplacer des agents qui ne sont pas forcément tous rationnels par un agent représentatif qui lui l'est, parce que tous ces effets, disons, spurieux se moyennent. Donc, associé à ces effets collectifs, en physique, on parle de transition de phase et de diagramme de phase. Donc, j'ai rappelé disons, le diagramme de phase canonique de la matière usuelle, donc où on a 3 phases possibles, solide, liquide et gaz, séparées par des lignes de transition, où de façon brutale, le système change de phase. Et donc ce qui est important du point de vue de la compréhension de ces systèmes, en tout cas du point de vue de la compréhension qualitative, c'est de comprendre l'existence de ces phases et la position de ces lignes de transition. Et donc à nouveau, j'insiste, mais ça me semble toujours, même si je répète cette phrase à des étudiants depuis 20 ans, tout à fait miraculeux que l'eau à des températures extrêmement proches puisse avoir un comportement macroscopique aussi différent. Mais ce qu'on apprend aussi en regardant ces diagrammes de phase et en justement comprenant le mécanisme du passage microscopique-macroscopique, c'est que si on est suffisamment loin de ces transitions de phase,
on a un comportement qu'on pourrait qualifier de structurellement stable, c'est-à-dire que des petites variations autour du point de fonctionnement n'engendrent pas de changements radicaux à l'échelle macroscopique. Seuls quelques paramètres microscopiques changent. Donc, par exemple, si on pense à un fluide à l'échelle macroscopique, on sait qu'on peut décrire l'écoulement d'un fluide par un paramètre qui est la viscosité et qui est une espèce de moyenne compliquée des propriétés moléculaires du liquide qu'on considère. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans le théorème de la limite centrale, ces lois physiques émergentes, ces lois macroscopiques qui émergent et qui ne font apparaître que très peu de paramètres à partir d'une réalité microscopique très complexe. C'est justement ce qui rend la modélisation possible, puisque si on avait à traîner des dizaines ou des centaines de paramètres différents à l'échelle macroscopique, ça ne serait pas très facile. Mais donc, c'est vraiment exactement le même mécanisme que dans le théorème de la limite centrale, où à partir de variables aléatoires de distribution quelconque, on ne fait apparaître, on ne fait émerger que quelques paramètres. Dans le cas du théorème de la limite centrale, c'est la moyenne et la variance de la loi de départ. Dans le cas de l'équation de Navier-Stokes, c'est la viscosité. Mais donc, c'est ce qui se passe loin de ces transitions de phase. Mais en revanche, proche de ces transitions, là, tout change puisqu'on a une discontinuité de comportement. On a donc une amplification anormale des fluctuations. Si la température fluctue légèrement autour de cette transition, on alterne entre deux phases très très différentes de la matière, et donc on a des fluctuations extrêmement importantes. Et puis, si on est proche de transitions dites du deuxième ordre, on a aussi possiblement l'émergence de lois de puissance, de lois donc, à queue épaisse, et de scaling, de lois d'échelle. Donc tous ces phénomènes dont j'ai parlé dans les cours précédents peuvent être associés assez naturellement, même si je vous ai donné la semaine dernière un exemple où ça ne l'est pas, mais donc ces lois de puissance sont souvent associées à la proximité d'un point de transition de phase. Alors je voudrais revenir 30 secondes sur la synchronisation des lucioles, qui est un effet tout à fait spectaculaire. Et donc je lis ici une page de l'introduction du livre de Steven Strogatz qui s'appelle Sync, the Emerging Science of Spontaneous Order, où il s'émerveille de ce phénomène de synchronisation des lucioles en racontant un peu son histoire. Et donc il dit, For 300 years, Western travelers to Southeast Asia had been returning with tales of enormous congregations of fireflies blinking on and off in unison in this place that stretched for miles along the river banks. How could thousands of fireflies orchestrate their flashing so precisely and on such vast scales? For decades, no one could come up with a plausible theory. A few believed there must be a maestro, a firefly that cues all the rest. Only by the late 60s did the pieces of the puzzle begin to fall into place. Alors effectivement, il fait un peu la liste des théories farfelues que les gens ont proposées pendant des dizaines d'années. En particulier, l'une est que c'était un effet tout à fait factice qui ne reflétait que le battement des paupières de l'observateur. Donc, en fait, ce qui s'est passé à la fin des années 60, c'est qu'on a commencé à se poser des questions similaires pour la compréhension de la synchronisation des réseaux de neurones dans nos cerveaux, et donc des modèles mathématiques qui permettent d'expliquer cette synchronisation ont commencé à apparaître, et maintenant c'est un phénomène qu'on connaît très bien et qu'on comprend très bien du point de vue mathématique, et j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre d'un modèle d'agent, puisque ce type, le mécanisme à l'origine de ces synchronisations pourrait très bien se transcrire pour comprendre des crises bancaires, financières ou autres, et donc j'en donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, je voudrais, avant de passer au modèle d'agent, je voudrais rester dans le cadre, disons, classique, donc, de ces modèles de macroéconomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, à base d'agents représentatifs et d'équilibres simples, pour vous montrer comment on peut faire apparaître, même au sein de ces modèles très simplifiés, en les généralisant un petit peu, des équilibres multiples, non pas au sens de l'inflation qui peut prendre des trajectoires non déterminés par les fondamentaux, mais réellement des points de fonctionnement qui sont complètement différents autour desquels l'économie fluctue. Donc une idée simple qu'on a donc explorée récemment avec Federico Morelli
Marco Tarzia et Michael Benzaken, c'est de ne pas supposer tout de suite qu'on a affaire à un agent représentatif, mais plutôt qu'on a affaire à une multitude d'agents, UI étant la fonction d'utilité de l'agent I, CI la consommation de l'agent I, NI le nombre d'heures travaillées par ce même agent. Et cet agent, on suppose qu'il a une fonction d'utilité qui est du même acabit que précédemment. Simplement, sa propension à consommer, ce FI ici, qui est donc qui donne plus de poids à la consommation par rapport au travail, si vous voulez, ce FI, on va supposer qu'il dépend du temps, et il dépend du temps via un effet de confiance, c'est-à-dire que les gens ont tendance à vouloir plus consommer quand les choses vont bien, quand ils sont optimistes, et moins consommer quand au contraire ils sont pessimistes. Et la façon dont on fixe cette jauge d'optimisme ou de pessimisme, c'est simplement en faisant en sorte que l'agent regarde autour de lui, observe combien ses voisins dans son réseau social ont consommé au pas de temps précédent, en fait la moyenne, et donc consomme suivant une certaine fonction, ou plutôt sa propension à consommer, puisque sa consommation sera le résultat d'une optimisation, mais le paramètre qui intervient dans cette optimisation dépend de la consommation passée de son noyau, de son réseau social local. Alors, pour simplifier tout de même, et pour rendre les calculs possibles, on prend la limite où ce voisinage est très grand, et où donc cette moyenne qu'il fait sur ses voisins revient à moyenner sur l'ensemble de la population. Donc c'est la limite qu'on appelle de champ moyen en physique. Et on se retrouve dans le cadre un peu classique où on a à se confronter uniquement à des variables macroscopiques, mais vous voyez que l'agent macroscopique, l'agent représentatif en question, donc on remplace toute la population à ce stade par un agent représentatif, mais il est tout à fait non trivial parce qu'il a une fonction d'utilité qui n'aurait aucun sens si on s'intéressait à un agent unique. C'est vraiment à cause de ce processus de moyenne et d'interaction entre agents qu'on arrive à se replacer dans un cadre d'agent représentatif, mais avec une fonction d'utilité un peu baroque. Et donc, on choisit dans le modèle une fonction f de c qui est sigmoïdale et qui interpole entre optimisme et pessimisme, donc avec un point de basculement qui va justement générer potentiellement des crises de confiance. Alors, ce type d'approche un peu mixte, où on rajoute à des modèles macroéconomiques classiques une composante comportementale, en quelque sorte. Donc ici, les agents, effectivement, se réfèrent à ce que font les autres avant de décider ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Cette approche-là, un peu hybride, sera le sujet du séminaire de Paul de Grove tout à l'heure, où justement il prendra des hypothèses un petit peu différentes, mais dans le même esprit de généraliser ces approches classiques en rajoutant un ingrédient comportemental. Alors ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on fait ça, eh bien, on fait apparaître justement plusieurs phases possibles. C'était des petits diagrammes de phases que j'avais dans mon slide d'introduction, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Essentiellement, on a, en fonction des paramètres, plusieurs possibilités, soit une possibilité classique, disons, des modèles du type dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais dans leur phase classique, où on a un seul équilibre stable autour duquel l'économie fluctue. Et donc ici, ce que j'ai représenté, c'est la production ou l'emploi en fonction du temps. Et ce que vous voyez, c'est que donc on a à nouveau des fluctuations de productivité, ce fameux petit z dont je parlais tout à l'heure, qui induit des fluctuations d'activité qui sont commensurables aux fluctuations de productivité. Donc on est vraiment dans le cadre classique de cette bille qui oscille au fond de son bol. Et puis au fur et à mesure qu'on change les paramètres du modèle, on fait apparaître un deuxième équilibre temporaire qui conduit donc à des espèces de crises intenses où, de façon collective,
la population arrête de consommer, donc la production s'effondre, et puis une phase où réellement on a un deuxième point fixe, un deuxième équilibre qui apparaît, et une économie qui peut fluctuer entre ces deux équilibres. Et ce que j'ai représenté dans le graphe du bas, c'est un histogramme de cette activité. Donc vous voyez que dans la phase où l'équilibre apparaît de façon uniquement temporaire, on a une petite queue de distribution ici sur la gauche, qui veut dire des moments où l'économie produit moins. Et puis, quand on est dans la phase où cet équilibre est devenu localement stable, on a une vraie bimodalité, donc une économie qui peut être alternativement dans un état, dans un bon état ou dans un mauvais état, dans un état de forte production ou dans un état de récession, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle, cette transition entre état favorable et état défavorable de l'économie n'est pas induite par un choc important exogène. C'est vraiment une accumulation que j'ai appelée ici malheureuse de petites fluctuations qui conduit le système à basculer d'une phase, disons, d'optimisme à une phase de pessimisme. Et dans certains cas, ces transitions sont extrêmement rares. En fait, dans certains cas, on peut calculer le temps que met l'économie à basculer à nouveau, non pas à cause d'un choc exogène, mais à cause d'une accumulation de petits chocs exogènes toujours, mais d'amplitude très petite. Donc c'est cette succession très rare mais très défavorable qui conduit l'économie à basculer. Et ce qu'on trouve, et j'attire votre attention là-dessus parce que c'est, je trouve, intéressant conceptuellement, on trouve des temps de basculement qui sont exponentiels en fonction des paramètres. Donc delta, c'est essentiellement une espèce de barrière d'énergie dans un langage de physique. Et sigma, c'est l'amplitude des fluctuations réelles, des fluctuations exogènes de productivité. Mais vous voyez qu'à partir du moment où on a une dépendance exponentielle dans les paramètres, ça veut dire que toute petite incertitude sur la valeur de ces paramètres, qu'on ne connaît jamais en pratique infiniment précisément, conduit à des très très grandes fluctuations, ou une très grande incertitude plutôt, sur l'estimation du temps de basculement entre ces deux équilibres. Donc on est dans le cadre classique, disons, mais on a fait apparaître des crises qui, malgré le fait qu'en effet, la seule chose qui fluctue dans ce modèle, c'est la productivité, on peut dire que c'est donc une fluctuation exogène, mais la crise, elle, est endogène, elle est due à cet effet de rétroaction de la confiance sur elle-même qui fait que ces petites fluctuations qui s'accumulent peuvent engendrer un basculement brutal. Voilà, donc maintenant je voudrais passer au modèle d'agent à proprement parler, donc prendre une approche vraiment assez diamétralement opposée à ce processus d'agrégation et à cette description de l'économie des agrégats, donc en vous parlant de modèle d'agent et de macroéconomie comportementale, les deux étant justement relativement reliés, même si, comme je l'ai dit, Paul de Grove vous parlera, ou le modèle que je viens d'évoquer vous parlera de modèles plus hybrides entre modèles classiques d'équilibre général et d'effets comportementaux. Donc je voudrais citer Mark Buchanan qui avait écrit un article dans New York Times en octobre 2008, juste après la crise de Lehman et le moment où justement la crise de confiance des consommateurs mais aussi des banques entre elles s'effondrait. Il avait écrit cet article qui s'appelle « This economy does not compute » où il se plaignait justement de l'absence de ces crises endogènes et de ces effets très spectaculaires dans les modèles classiques. Et donc, il voulait promouvoir l'idée d'une simulation numérique pour être plus réaliste, disons, dans la description de ces effets. Et donc, il défend la simulation numérique d'une façon qui est assez traditionnelle en physique, mais qui l'est moins en économie, ou en tout cas qui l'était moins à l'époque. Il dit « Done properly, computer simulations represents a kind of telescope for the mind, multiplying human powers of analysis and insight just as the telescope does our powers of vision. With simulations, we can discover relationships that the unaided human mind, or even the human mind aided by the best mathematical analysis, would never grasp. »
Et là, vraiment, il y a cette idée justement de surprise du passage du microscopique au macroscopique, où si on n'a pas des outils appropriés, comme le disait Anderson, on rate, on n'arrive même pas à imaginer que des effets aussi spectaculaires que la supraconductivité, par exemple, puissent apparaître. Et donc là, vraiment, c'est l'idée que si on suppose d'emblée une description macroscopique en termes d'agents rationnels, ben, il ne peut pas se passer grand-chose dans le modèle, et en particulier, il est impossible d'obtenir des effets réellement de type signe noir qui pourtant se produisent. Donc, les modèles d'agents, ça prend le parti au contraire justement de démarrer la modélisation au niveau microscopique, en supposant des agents hétérogènes, vous, moi, qui utilisent non pas des arguments de rationalité très fortes et d'anticipation du futur, où les agents sont en plus censés connaître le modèle lui-même et être cohérents avec ce modèle, mais au contraire utilisent des heuristiques plausibles. Donc on parle de rationalité limitée, et vous verrez à nouveau des heuristiques plausibles tout à l'heure dans le séminaire de Paul de Grove. Et donc, à partir de cette idée, évidemment, on peut construire des tas de modèles différents, des modèles d'agents, en variant un petit peu les hypothèses qu'on fait sur la façon dont les firmes se comportent, dans la façon dont les agents se comportent, etc. Donc il y a tout un tas de choix de modélisation qui ne sont plus fixés par des arguments de rationalité et qui, en principe, devraient être calibrés sur des microdonnées. On y viendra peut-être dans les années qui viennent. En l'occurrence, donc, il existe de nombreux modèles maintenant à base d'agents de macroéconomie, mais celui dont je voudrais vous parler simplement comme exemple ou comme proof of concept, c'est un modèle sur lequel on a beaucoup travaillé avec Francesco Zamponi, Marco Tarzia et Stanislao Gualdi, qu'on a appelé Mark 0 pour des mauvaises raisons, mais voilà, le nom est resté. Et donc, je vais vous faire un peu une description sommaire de ce modèle d'agent, tout en attirant votre attention sur le fait que c'est un modèle parmi d'autres et que toutes ces hypothèses sont évidemment critiquables. Mais j'insisterai aussi sur le fait que, malgré tout, en variant ces hypothèses, en changeant assez considérablement en réalité un certain nombre de spécifications de ces hypothèses, finalement, le comportement macroscopique ne change pas. Et ça reflète ce que je vous disais tout à l'heure sur ce diagramme de phase de la matière, où finalement, en changeant beaucoup de choses, on a toujours, in fine, un solide, un liquide et un gaz. Donc on a des ménages qui à nouveau vont consommer, donc ils ont une certaine demande de consommation qu'on fixe comme étant une certaine fraction petit c. Alors j'ai indiqué en rouge les paramètres qui seront importants par la suite. Donc une fraction petit c de l'épargne disponible, avec un petit c qui est soit constant, soit éventuellement peut dépendre de la différence entre inflation et taux d'intérêt, un peu pour reproduire cette heuristique qui est inspirée de cette équation d'Euler dont je vous parlais tout à l'heure, qui est effectivement que quand l'inflation est forte, on a tendance à consommer tout de suite, alors que quand le taux d'intérêt est fort, on a tendance à épargner et consommer plus tard. Donc on peut inclure effectivement dans la spécification du modèle l'effet, disons, équation d'Euler traditionnelle. Les entreprises, elles, ont une fonction de production qu'on suppose ici linéaire, c'est-à-dire ce coefficient alpha dont je parlais tout à l'heure est 0. On a une production qui est proportionnelle à la main-d'œuvre employée avec un certain paramètre de proportionnalité qu'on appelle à nouveau Z, qui est la productivité. Et donc ces entreprises ajustent cette production, donc la main-d'œuvre, les salaires et les prix auxquels ils vendent leurs produits, par rapport à la différence constatée entre offre et demande. Ils ont surproduit au pas de temps précédent, ils auront tendance à employer moins, à baisser leurs prix et vice-versa. Donc des heuristiques relativement plausibles sur ce que font effectivement les firmes. Et alors dans le modèle, il y a un paramètre qui joue un rôle très important, qui est ce paramètre que j'ai appelé grand R ici, qui est le rapport
de la vitesse d'ajustement à la baisse ou à la hausse, plutôt à la hausse et à la baisse de la production en fonction de cette différence entre offre et demande constatée. Autrement dit, quand les entreprises doivent embaucher parce qu'elles font face à une demande en excès, est-ce qu'elles le font vite ou lentement par rapport à mettre les gens au chômage quand, au contraire, l'offre est supérieure à la demande. Donc, on dissymétrise leur réaction par rapport à cette différence entre offre et demande, et le rapport entre les coefficients de ces réactions, on l'appelle grand R. Donc, quand grand R est important, ça veut dire que les firmes réagissent plus vite à la hausse qu'à la baisse, et quand grand R, au contraire, est faible, ça veut dire qu'elles mettent au chômage rapidement, mais elles embauchent lentement, si vous voulez. Et puis alors on a un ingrédient qui est important et qui n'existe pas par définition dans le modèle classique, qui est que les firmes peuvent faire faillite. Et on a un critère ici que donc, les firmes font des profits ou accumulent des dettes. On les laisse tranquilles tant que le rapport entre la dette accumulée au temps T et leur chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil θ, mais quand cette dette devient non soutenable, du point de vue des banques, par exemple, qui leur prêtent de l'argent, ces firmes sont mises en faillite. Donc évidemment, quand on a une firme unique, c'est difficile de la mettre en faillite. Ici, on a effectivement une population de firmes qui peuvent mettre en banqueroute, disparaître pendant un temps, et pour que le système atteigne un état stationnaire, on pourrait éventuellement même avoir un système en croissance, mais on remplace avec un certain taux par unité de temps phi, les firmes qui ont failli par des nouvelles firmes neuves, en quelque sorte, dans l'économie. Donc on peut simuler à partir de ces règles microscopiques. Alors il y a d'autres règles que j'ai un peu passées sous silence, comment les firmes précisément ajustent les salaires, comment les ménages choisissent les firmes auprès desquelles elles vont se fournir en fonction des prix affichés par ces différentes firmes, etc. Il y a tout un tas de paramètres un peu glissés sous le tapis à ce stade, mais justement ce qui est intéressant, c'est que, indépendamment de ces paramètres dont je n'ai pas parlé, on obtient un diagramme de phase relativement robuste et riche en fonction de ces deux paramètres dont j'ai parlé, R qui est à nouveau la rapidité relative de l'embauche par rapport à la mise en chômage, et θ, le seuil au-delà duquel les firmes sont considérées comme non viables. Et donc ce qu'on trouve, c'est qu'on a 3 ou 4 phases en fait dans ce système, un peu comme mon diagramme de phase tout à l'heure, liquide, gaz, solide. On a une phase où l'économie s'effondre, donc quand R est plus petit que 1, ce n'est pas tout à fait 1, mais disons 1 pour simplifier. Donc quand les firmes sont très réactives à la baisse, en fait, la dynamique du système conduit à un effondrement total de l'économie, ce qui est évidemment pas réaliste. Il se passerait autre chose dans ce cas-là, mais au sein du modèle, c'est ce qui se passe. On a une phase où les firmes peuvent s'endetter au-delà d'un seuil très important, où en fait on arrive à un état de plein emploi. Et puis une phase où dès qu'une firme s'endette un petit peu, on la force à être en banqueroute, et à ce moment-là, on a un chômage résiduel qui vient du fait qu'il faut attendre un certain temps avant qu'une nouvelle firme réapparaisse et réembauche. Et puis une phase intermédiaire qui est très intéressante, sur laquelle je voudrais passer quelques minutes. Donc le diagramme de phase, c'est ce qu'on voit à gauche, et à droite, on voit en fonction du temps la trajectoire du taux d'emploi, et donc plutôt du taux de chômage, donc 1 moins le taux d'emploi, donc avec le même code de couleur. Donc vous voyez en bleu, dans cette phase où les firmes ont tendance à embaucher plus vite, et qu'effectivement il y a par exemple un frein qui leur interdit de débaucher rapidement, et si θ est suffisamment important, on a un plein emploi, donc un taux de chômage qui tombe très vite à zéro. La phase rouge, le taux de chômage baisse mais atteint une valeur non nulle, donc un taux d'emploi résiduel
de chômage résiduel, et puis cette phase de collapse, d'effondrement, où tout le monde, au bout d'un certain temps, est au chômage. Et puis finalement, entre les deux, une surprise qui est l'apparition de cette dynamique très étrange, où pendant un certain temps, on a plein emploi, et puis tout d'un coup, sans crier gare en quelque sorte, et à nouveau dans ce modèle, il n'y a pas de choc exogène, enfin, il n'y a pas de choc exogène important, il y a des petites fluctuations dans la façon dont les gens prennent leurs décisions, il y a des variables aléatoires qui modélisent l'aléa des décisions des différents agents. Mais cet aléa conduit de façon surprenante à un phénomène émergent non anticipé, auquel on ne s'attendait pas, et pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait même d'un bug, où effectivement, à certains moments, le taux de chômage explose avant de se restabiliser à une valeur très basse, et on a cette espèce de dynamique quasi périodique d'explosion du chômage, donc de crise, sans choc exogène qui le justifierait. Donc ce qu'on extrait de cet exercice de style, si vous voulez, c'est qu'au contraire des modèles dont je vous ai parlé précédemment, on a maintenant pour les mêmes paramètres macroéconomiques, on pourrait dire, on voit qu'en fonction de paramètres dynamiques, comme par exemple ce rapport grand R, on peut avoir des phases émergentes, des équilibres macroéconomiques totalement différents qui émergent à l'échelle macroscopique. Et parfois, on a même des conditions, exactement comme dans la transition solide-liquide, où on peut avoir coexistence de phases. C'est-à-dire que pour tous les paramètres étant même identiques, même les paramètres dynamiques, on peut se retrouver dans deux phases différentes en dépendant des conditions initiales. Alors, je voudrais passer 5 minutes à vous décrire ce qui se passe donc, dans cette phase étrange, cette phase de crise endogène dessinée en vert ici, en vous mentionnant le fait que, donc, en essayant de réfléchir à la raison pour laquelle cette dynamique étrange apparaissait, au sein du modèle Mark 0, on a d'abord identifié la boucle de rétroaction qui permet de comprendre cette oscillation, et qui est assez simple en fait, c'est que le mécanisme de crise, c'est que parfois il y a des faillites dans le modèle qui, quand elles sont un peu fréquentes, augmentent le chômage et donc baissent la consommation. Cette baisse de consommation fragilise les firmes qui n'ont pas failli à ce moment-là, mais qui sont plus fragiles parce qu'il y a baisse de consommation. Et donc, certaines d'entre elles peuvent à nouveau défaillir. Et ce qui se passe de façon surprenante, c'est que cette vague de faillite peut se synchroniser, peut diverger en quelque sorte. Alors, pour le comprendre de façon un petit peu plus mathématique, on a proposé un modèle du modèle. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ces modèles d'agents, c'est que c'est souvent des catalyseurs d'imagination, comme je te le dirai à la fin. Donc on code quelque chose qui paraît réaliste et puis on a une surprise et en se frottant la tête pour comprendre d'où viennent ces effets étranges, en fait on affine notre compréhension du monde en général et du modèle en particulier. Et donc il se trouve que là, en faisant une modélisation de ce modèle, donc en termes de marche aléatoire à une dimension, alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps à décrire le modèle lui-même, mais essentiellement, ici, x est une variable unidimensionnelle qui représente les capitaux propres d'une entreprise. Quand x tombe à 0, c'est une faillite. Et on suppose donc ce mécanisme de rétroaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est que quand une firme défaille, c'est-à-dire quand une des firmes a son x qui touche 0, toutes les autres firmes sont rapprochées un tout petit peu de cette barrière en x égale 0. Donc de façon mathématique, ça prend la forme d'une équation de Fokker-Planck ici, avec un terme de diffusion, un terme de biais, un terme de drift, et puis un terme de réinjection qui fait que quand une firme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand une firme a disparu, pour que le modèle soit stationnaire, on réinjecte de nouvelles firmes avec un niveau de capital propre qui vaut ici θ. Et le terme de rétroaction vient de ce terme ici, qui est qu'à chaque fois qu'une firme touche 0, c'est donc le P' de 0, P étant la probabilité de trouver une firme avec un capital propre X autant T,
P' de 0, c'est le flux de firmes qui défaillent. Et donc, on rajoute cette boucle de rétroaction un petit peu à la main. Elle est dans le modèle Mark 0 sans qu'on l'ait mise explicitement, mais pour comprendre ce qui se passe, on la rajoute à la main, avec un paramètre bêta qui décrit donc l'amplitude de cette rétroaction. Quand bêta est nul, il n'y a pas de rétroaction, il n'y a rien qui se passe d'intéressant. Et quand bêta augmente, au contraire, on peut avoir ce phénomène de synchronisation. Et donc, quand on résout le modèle analytiquement, il se trouve que ce modèle est suffisamment simple pour être traité totalement analytiquement, mais on trouve en effet qu'en fonction des paramètres, par exemple en fonction de bêta, on a une phase où rien ne se passe de façon très dramatique, la fraction de firmes faillites tend vers une constante, mais quand cette boucle de rétroaction devient suffisamment importante, on fait apparaître cette synchronisation dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre des lucioles. Donc, en fait, sans qu'on l'ait compris au début, le modèle qu'on considère fait apparaître exactement la même phénoménologie que celle des réseaux de neurones et des lucioles. Et le modèle dont je vous ai parlé n'est pas tout à fait dans la même famille, mais ressemble beaucoup au modèle, par exemple, dit de Kuramoto, qui est justement cette description mathématique de ce phénomène de synchronisation. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, on est vraiment en face d'un mécanisme universel ici, que dès qu'on a une interaction, on a dans un autre langage de la physique formation potentielle de caustique, c'est-à-dire le fait que ici certaines particules ou certaines firmes qui sont parties après les autres peuvent rattraper les premières parce que leur vitesse augmente avec le temps. Et donc on a un peu comme aussi dans les encombrements, dans la formation de bouchons sur autoroute, formation de singularités qui est un phénomène universel dans ce type de modèle et qui, encore une fois, est absent des modèles simples puisque c'est vraiment ce mécanisme requiert l'existence de firmes individuelles, d'un niveau de discrétisation qui permet justement à l'effet d'apparaître. Alors, je voudrais aussi vous parler d'une application récente de ce modèle Mark 0 qu'on n'a pas résisté à la tentation de l'adapter pour comprendre la crise du Covid actuelle. Donc encore une fois, ce modèle ne prétend pas être très réaliste, mais c'est toujours intéressant, à nouveau comme exercice intellectuel, de le pousser dans ses retranchements. Et donc, on a, avec les mêmes auteurs que tout à l'heure, et Dhruv Sharma qui a passé sa thèse il y a quelques mois sur ce sujet, on a donc essayé d'adapter le modèle Mark 0 pour décrire le choc exogène, cette fois-ci, qui s'est produit lors du premier confinement, par exemple, où on a à la fois une baisse de l'offre et une baisse de la demande qui conduit justement à une dynamique potentiellement intéressante dans le modèle. Et ce qu'on a vu effectivement apparaître, c'est dépendant encore une fois des paramètres et dépendant aussi de la politique gouvernementale mise en place, on voit apparaître différents types d'histoires au cours du temps, après la période de confinement, on pourrait dire. Et donc ce que je représentais ici, c'est en fonction du temps la production, ou le taux de chômage, si vous voulez. Et dans ce modèle, c'est un peu la même chose. Et donc, on voit qu'au moment du choc, on a une baisse. Et puis après, dépendant des paramètres et de la politique mise en place, on peut avoir une courbe en V, donc un retour rapide vers l'équilibre, ou des dynamiques plus compliquées. Et en particulier, on peut aussi avoir une courbe en L, où, à la suite de ce choc, l'économie ne revient pas et a basculé dans un autre état. Donc, c'est l'importance de ces équilibres multiples dont je parlais tout à l'heure, qui fait que pendant très très longtemps, l'économie reste coincée dans un autre équilibre qui est défavorable. On peut avoir aussi des dynamiques plus compliquées, des formes en U, en W, etc. Alors, comment on fait ça au sein du modèle ? Alors, si vous voulez, le code est en accès libre, donc vous pouvez même expérimenter vous-même. Donc, on part d'un état initial où l'économie est prospère, où l'inflation est basse, où les firmes sont peu endettées. Donc, vous vous souvenez que ce paramètre qui décrit la fragilité des firmes, qui décrit
un effet de seuil au-delà duquel les firmes trop endettées disparaissent. Ici, donc, les firmes en moyenne ont un niveau d'endettement qui est au tiers de ce seuil critique, donc elles sont peu endettées. Et le choc Covid, on le fait à la fois sur l'offre et la demande, c'est-à-dire que les ménages ne peuvent plus consommer, le paramètre petit c est abaissé d'une certaine quantité delta c, les firmes ne peuvent plus produire, d'une certaine façon elles ont gardé les mêmes employés, mais ils ne peuvent pas venir au bureau, donc il y a une baisse de production, donc un delta z effectif, et cette chute simultanée de C et de Z dure pendant un temps grand T, qui est le temps effectif donc, de cette mesure de confinement. Et comme je vous l'ai dit, donc dépendant des paramètres et dépendant des politiques mises en place, on peut avoir une phénoménologie très riche de formes de retour à l'équilibre ou de non-retour à l'équilibre très variées. Et de façon plus précise, si on regarde dans le plan delta C, delta Z, ce qui se passe, eh bien, on se rend compte qu'à nouveau, on a une transition de phase discontinue entre une reprise en V, une reprise rapide, et une reprise en L, c'est-à-dire en fait une reprise qui stagne dans un niveau de production plus faible, avec une ligne critique qui sépare les deux. Donc ici, vous voyez que si les chocs à T fixé, donc pour une durée de confinement fixée, si les chocs sont suffisamment faibles à la fois en offre et en demande, ben, rien ne se passe et l'économie, enfin cette économie bien sûr modèle, reprend son cours toute seule. Et si au contraire ces chocs sont trop importants, mais à nouveau avec une ligne de basculement très bien définie dans ce plan, eh bien on bascule vers une reprise poussive. Alors que ici, je vous ai représenté deux articles publiés récemment, donc utilisant ces modèles DSGE dont j'ai parlé au début et les adaptant de la même façon à cette crise Covid. Et on voit, comme on peut s'y attendre, puisque dans ces modèles, il y a un seul équilibre, un retour à l'équilibre qui est plus ou moins lent, qui a une dynamique plus ou moins compliquée dépendant des auteurs, mais qui revient in fine à l'équilibre initial. Donc, on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein de ce modèle, discuter le rôle et l'efficacité de plusieurs politiques de soutien possibles. Je vous réfère à l'article si vous vous y intéressez. Et en particulier, on insiste sur le fait que dans ce type de modèle, il existe une ligne de transition entre basculement vers un état dans lequel on ne veut pas aller, et que, effectivement, c'est intéressant d'avoir ça en tête pour calibrer des politiques publiques, pour éviter cette phase en N. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout un modèle qui est calibré de façon très réaliste, mais il me semble que la force de ces modèles d'agents, c'est d'être des générateurs de scénarios possibles, des scénarios qui sont parfois difficiles à imaginer. Je vous parlais de la supraconductivité tout à l'heure. Il a vraiment fallu la découvrir expérimentalement bien avant qu'on puisse en comprendre la nature physique. Et donc, c'est très important justement d'avoir à sa disposition des outils qui permettent, comme le disait Mark Buchanan, d'avoir des télescopes pour l'esprit, d'envisager des situations qui sont hors de portée de l'imagination courante et aussi hors de portée de modèles trop simples, de modèles de type DSGE. Voilà, alors pour conclure, je voudrais citer trois économistes et rassembler un peu les réflexions que j'ai partagées avec vous sur les modèles de type DSGE et les modèles d'agents. Donc, après la crise de 2008, Jean-Claude Trichet à la Banque centrale européenne, pendant une conférence à laquelle j'ai eu la chance d'assister, avait dit « Models failed to predict the crisis and seemed incapable of explaining what was happening. In the face of the crisis, we felt abandoned by conventional tools. » Et donc, ce qu'il décrivait, c'est effectivement que tous ces modèles très utilisés par les banques centrales, en particulier les modèles DSGE, sont effectivement muets face à ce type de crise
non prévus et qui ne peuvent pas arriver dans les modèles. Et donc, on n'a pas les outils qui permettent de comprendre ce qui se passe. Robert Lucas, lui, dit « The 2008 crisis was not predicted because economic theory predicts that such events cannot be predicted ». Donc, en quelque sorte, une démission totale par rapport à l'objectif ou l'ambition de décrire au moins les mécanismes possibles qui peuvent conduire à une déstabilisation. Et Alan Kerman, en 2010, qui dit « The economic crisis is a crisis for economic theory ». Donc, je vous ai parlé des modèles DSGE, qui sont des modèles à agents rationnels, et surtout qui supposent une suite d'équilibres immédiatement atteints et des chocs purement exogènes qui sont linéarisés autour d'un équilibre unique. Alors, on peut évidemment, et il y a eu beaucoup de travail depuis la crise de 2008 pour formuler des extensions et rajouter des ingrédients manquants dans des SGE, en particulier des frictions, des écarts à cette image d'un équilibre parfait, et aussi des tentatives d'introduire des agents hétérogènes, donc des modèles dits Hank, où le H est pour heterogeneous. Et puis, on peut imaginer des modèles DSGE++, où on rajoute des rétroactions, des équilibres multiples et des crises activées, comme le petit modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il me semble qu'un des problèmes vraiment importants et intéressants, c'est cette hypothèse d'équilibre immédiatement atteint. En réalité, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il faut un certain temps d'adaptation. Comme tout système physique, quand on le perturbe, il faut un certain temps avant qu'il retrouve un équilibre. Et que vaut ce temps? Est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un an? Et évidemment, dépendant de cette échelle de temps, les considérations sont très différentes. Donc, en combien de temps peut-on supposer l'équilibre atteint? Et pour répondre à cette question, il faut absolument étendre ces modèles, en avoir une version hors équilibre qui permet de décrire ce qui se passe quand on n'est pas à l'équilibre et éventuellement justement de décrire la trajectoire vers l'équilibre. Et en particulier, donc, dans cet état hors équilibre, on ne peut plus supposer équilibre entre offre et demande, on ne peut plus supposer que les firmes font des profits, les firmes font des pertes, on sait que c'est le cas. Donc, dans les modèles de type DSGE où on suppose que les firmes optimisent leurs profits et qu'à la fin elles ont un profit positif, ben, c'est très bien, mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Les firmes font des pertes, font faillite, etc. Comment on inclut tout ça dans un modèle pour avoir, par exemple, une estimation de la convergence vers l'équilibre? Et on verra au cours numéro 7 que dans certains cas, on peut justement calculer ce temps de convergence vers l'équilibre en étendant ces modèles, en leur rajoutant une dynamique, et que dans certains cas, en fait, ce temps de convergence diverge. Et même si l'équilibre existe, il ne peut plus être atteint dynamiquement par le système. Alors, en face de ces modèles, en opposition même parfois, je vous ai parlé de ces modèles d'agents qui, au contraire, ne supposent que des heuristiques un petit peu ad hoc, mais plausibles, sur le comportement des agents. Alors, ad hoc, en réalité, quand on regarde les modèles classiques, entre guillemets, les modèles que les économistes appellent microfondés, donc les modèles où on suppose des agents rationnels, en réalité, quand on décortique un petit peu, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'hypothèses qui sont pas plus ou moins plausibles que les hypothèses qui sont faites dans les modèles d'agents, mais c'est un autre débat. Et donc, en supposant ces heuristiques au niveau microscopique, je vous ai montré que de la même façon qu'en physique ou que dans ces modèles d'oiseaux ou de phénomènes collectifs, on peut avoir une macroéconomie, une économie des agrégats très différente suivant les paramètres, avec une phénoménologie très riche, des transitions de phase, un vrai phénomène d'émergence avec des points de basculement. Et je vous ai montré en particulier dans l'application à la crise Covid une ligne de basculement possible en fonction de l'amplitude du choc. On a donc un outil pour essayer de décrire des crises endogènes, des effets de synchronisation, mais, et j'insiste à nouveau là-dessus, pour moi, ces modèles d'agents sont vraiment, leur réelle utilité, c'est en termes de générateurs de scénarios difficiles à concevoir, en termes de catalyseurs d'imagination. Peut-être un jour, on verra des modèles d'agents réellement quantitatifs, calibrés sur des microdonnées. On comprend de mieux en mieux, ou on peut suivre de mieux en mieux ce que font les gens
au niveau individuel. Et donc, tous ces paramètres sur la façon dont les consommateurs réagissent à tel ou tel stimulus pourront être probablement calibrés sur des microdonnées. Et peut-être qu'on pourrait même imaginer une convergence entre modèles d'agents et modèles de type DSGE, puisque dans certains cas, effectivement, l'agrégation pourrait se faire simplement et conduire à une phénoménologie très proche de celle supposée par les modèles DSGE, mais dans d'autres cas, au contraire, avoir une phénoménologie très différente. Donc je pense que c'est vraiment un dialogue très intéressant entre les deux communautés qui doit se mettre en place. Alors, comme toujours, pour aller plus loin, un certain nombre de références sur la page d'accueil. Dans 10 minutes, si vous le voulez bien, ou un quart d'heure, le séminaire de Paul de Grove, qui s'appelle Behavioral Macroeconomics, a New Paradigm. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le séminaire de Irene Giardina, Collective Animal Behavior, qui aura lieu donc la semaine prochaine.